Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Ici au Grand Café, évidemment, quand le fauteuil rouge est dressé, on s'attend à voir un invité. Qui vient nous voir, je vous demande dessus ce petit élément. C'est un visage connu des plateaux télé. Un jeune intellectuel qui, par ses contributions diverses, aspire à passer d'un rêve idéal à une réalité faite d'actions communes. Dans la divergence des opinions, certes, mais dans la collusion de ces opinions divergentes va naître certainement quelque chose d'essentiel. Le nectar de la communauté. Ce que je qualifie de nectar de la communauté, c'est ce que nos divergences ont permis de révéler quelque part une source de convergence. Au moins nous sommes d'accord sur une chose, le Burkina ne doit pas disparaître, ne peut pas disparaître. Il rêve d'un changement de paradigme, mais surtout d'une prise de responsabilité générationnelle. L'histoire de chaque génération s'écrit par les hommes qui acceptent de prendre la parole. Mesdames et messieurs, notre invité s'appelle Lionel Bilgo. Mesdames et messieurs, voici Lionel Bilgo, sous vos applaudissements. Bienvenue, Monsieur Bilgo. Merci. Bienvenue, cher ami. Merci. Merci de nous faire cet honneur. C'est un plaisir. Il faut qu'on commence tout de suite par dire à tout le monde que cette invitation, nous l'avons voulu depuis longtemps. Et comme pour vous qui êtes aussi un homme de foi, on peut dire que Dieu fait chaque chose en son temps. Et je pense que le moment est venu d'avoir cette conversation avec vous. Merci, on est heureux de vous avoir. Il faut rapidement préciser les choses. L'histoire dit que vous êtes né dans un quartier de Ouagadougou appelé Gounguin. Mais vous avez grandi un peu à Bilbalgo et aux 1200 logements. Vous êtes quand même si vous n'aimez pas cette expression, vous êtes le fils de Monsieur Chrysostome Bilgo, qui est connu dans le monde du cinéma et du théâtre. Et vous-même allez vous laisser embarquer dans cette passion familiale. Vous allez faire un peu de théâtre, vous allez faire aussi un peu de musique. Pour ceux qui ont quand même la mémoire ou qui ont vécu cette époque, il y avait le groupe Napi ici, dans lequel vous avez officié, même si l'aventure a tourné court, mais c'était tout simplement une passion, et c'est ce qu'il faut rappeler. Vous avez fait le lycée de la jeunesse de Ouagadougou, après une école primaire. Vous avez dit, je n'ai pas été un brillant élève. Et pourtant, la suite de l'histoire est quand même reluisante. Vous avez une envie d'ailleurs, l'adolescent qui veut partir, qui veut voir les États-Unis d'Amérique. Il va donc au Ghana pour apprendre un peu d'anglais. Les choses vont se passer en 6 mois.
au lieu des États-Unis d'Amérique, c'est plutôt la France qui va vous faire appel. Et vous y allez, c'est à Orléans. Orléans, nous autres qui sommes dans le domaine de la musique, on pense à Nick Domby, un Burkinabé qui connaît bien cette ville. Et vous étiez intégré dans une famille plutôt bourgeoise. Quand on parle de racisme, ce n'est pas vraiment votre expérience. Donc, dit que ça n'existe pas, ce n'est pas votre propos en tant que tel, mais vous ne l'avez pas vécu personnellement, du moins pendant cette période. Et M. Bilgo, qui n'était pas le brillant élève, va avoir un parcours intéressant. Après, vous allez faire la rencontre des Gabonais de France, la Jet Set. Et vous allez même être, dans un premier temps, celui qu'on choisit comme le chauffeur. Parlez-nous à cet instant précis, comment vous devenez chauffeur de quelqu'un, d'un richissime, je ne sais pas, d'origine juive en France, exactement. Parlez-nous de cette époque. Oui, c'est par concours de circonstances, hein, c'est un accident de la vie, de l'histoire. J'étais en 4e année, dans une école de commerce à Paris, quand j'ai été recruté par cette agence, en fait, filiale du groupe français KR Média. Et cette filiale était chapeautée par ce juif-là, Franck Kadouche. Et donc, je rentre dans ces équipes et puis je commence à faire mon travail normalement en tant que marketeur. D'abord chargé publicité Île-de-France. Et puis un beau jour, il arrive, il vivait à Marseille et puis il faisait des allers-retours les week-ends. Il arrive un jour, il rentre dans le bureau, il dit « Qui a son permis ?» Mon patron, Thomas Bourges, qui ensuite a rejoint Avast, n'avait pas son permis. Fanny Alev n'avait pas son permis, personne n'avait le permis, j'étais le seul à avoir le permis dans la classe. Parce que justement, la famille qui m'avait accueilli à Orléans m'avait fait passer le permis dès la première année, parce que ça pouvait servir à travailler. Et donc, je lève ma main, et c'est comme ça que je deviens son chauffeur. Oui. Et avec le temps, vous n'êtes plus vraiment le chauffeur. Vous devenez aussi le confident. Je deviens le confident, je deviens l'ami, je deviens le frère. Ouais. Parce que cet homme-là, il a un grand cœur, hein, c'est clair. Il m'a fait rentrer dans des milieux où je n'imaginais pas, en tout cas, que j'allais rentrer. Et comme les Juifs sont très solidaires, donc je découvre Alain Afflelou, je découvre tous ses potes, au Fouquet, etc. Je partais avec lui. Il ne me traitait pas comme un chauffeur. Ouais. Parce que d'abord, je n'étais pas recruté dans sa boîte comme un chauffeur. J'étais recruté comme marketeur. Ouais. Et donc après, par la suite, je le conduis parce qu'il n'avait plus son permis. On lui avait retiré tous les points. Et donc, quand on arrivait dans les restaurants, il m'installait sur une table, il me disait « Commande ce que tu veux, c'est moi qui paye ». Franck Kadouche était un bon vivant. C'était quelqu'un quand même qui aimait la vie et qui avait quelques difficultés en fait, de famille à la maison avec sa femme. Ouais. Et c'est comme ça que je le conseillais. Ouais. Au début, j'étais un peu timide et réservé. C'est quand même mon patron. D'accord. Et donc, mais après, coincé dans une petite voiture tous les jours là, à faire dans les rues de Paris, on devient finalement amis et puis... je me décomplexe et puis je lui parle clairement. Hein. D'accord. Et l'histoire sera encore plus belle parce que progressivement, vous deviendrez le directeur de la filiale Bayard Afrique. On sait que vous êtes passé par beaucoup d'autres étapes. Mais ce qui va nous surprendre quand même dans le récit de votre histoire, c'est que vous vous permettez de claquer la porte à Bayard Afrique parce qu'à un moment donné, ça ne correspondait pas à une certaine idéologie que vous faites de l'Africain, de ce que l'Africain doit occuper comme place aussi dans la société. Vous allez claquer la porte, mais vous laissez derrière vous quand même 4 millions et quelques de francs. Mais on pourrait dire que vous êtes un peu fou. Oui, beaucoup l'ont dit. Et d'ailleurs, à Bayard, au groupe, tout le monde disait, on ne quitte pas Bayard. Lionel ne fait pas cette bêtise, on ne part pas de chez Bayard, on se fait virer, mais on ne quitte pas Bayard, c'est pas possible. Ouais. Et j'étais convaincu, moi, que je faisais le bon choix à un moment donné, parce que quand même, quel que soit tout ce que j'ai à faire, j'ai gardé quand même quelque chose de principal, ma dignité. Ouais. Et donc, à un moment donné, je n'arrivais plus à m'imaginer, en fait, travailler comme un servant local, comme un boss d'un comptoir colonial presque entre guillemets, parce que l'histoire est très profonde. Et puis je quitte cette boîte. Par contre, je tiens à dire que cette boîte m'a tout donné. Hein. J'ai vraiment aimé Bayard. J'ai travaillé comme un fou pour cette boîte, dans toute l'Afrique. Et je quitte cette boîte pour aller nulle part. Donc mes parents me traitent de fou. Mes collègues en France me traitent de fou. Mon directeur, le président du directoire, les prêtres assomptionnistes, tout le monde me traite de fou. Je suis convoqué chez le cardinal pour expliquer les raisons de ma démission. On se trimballe jusqu'à Abidjan et c'est comme ça en fait que la démission arrive. C'est tout un processus
qui a fait que je partais. C'était une belle aventure, une belle histoire démarrée sur l'Afrique. Ouais. Et moi, j'arrêtais, je venais foutre un coup de pied sur tout ça, Ouais. pour des raisons d'ego, entre guillemets, ou de dignité, quoi. Ouais, vous n'avez pas lâché prise parce que vous êtes resté mordu cul sur votre position. Et on pourrait citer un de vos passages qui dit « Si l'homogénéité tue la démarcation, agit différemment, offre les possibilités d'une plus-value. » Oui. Monsieur Bilgo, bienvenue encore une fois au Grand Café. Merci. Alors, les amis, les chroniqueurs sont là, ils sont 6. C'est avec eux qu'on va faire la discussion. Il s'agit pour nous de discuter pour comprendre, pour connaître l'univers de l'homme Bilgo. On sait qu'à un moment donné, vous avez pensé qu'il est temps que vous preniez la parole, que vous portez la parole publique. Et on vous a vu sur les télévisions, dans certaines radios. Et à chaque fois que vous avez pris la parole, j'avoue que tout le monde est resté scotché, tellement vous la maniez avec beaucoup d'art, avec beaucoup de maîtrise. Mais vous aussi, vous précisez que vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes tout simplement quelqu'un qui vient émettre une opinion. Et c'est ce qui va nous intéresser essentiellement aussi dans cette discussion. Vous allez sortir votre premier livre et de la manière la plus originale. Ça va intéresser le monde des médias, ça va intéresser le grand public. La jeunesse commence à voir en vous quelqu'un qui pourrait aussi contribuer à apporter de la lumière et contribuer à apporter le développement dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse encore M. Lionel Bilgo. Et si on parlait de celui qui ne voulait pas être le fils, qui ne voulait pas entendre, qui voulait tuer plutôt, gommer le nom du père pour exister. Oui, c'est vrai, quand on est fils d'eux, il y a ce principe en fait d'esclavage du paternel ou de la mère quand vous êtes fils d'eux. Moi, j'ai traîné ça en fait durant tout le lycée, le collège, même un peu à l'école primaire, comme un boulet, comme une chaîne au pied. Bien vrai que ça m'a facilité la relation avec certains adultes quand ils découvraient que tu étais le fils de tel acteur, comédien ou homme de scène. Et ben, ils étaient un peu plus attentionnés. Mais moi, je n'avais pas envie en fait de cette étiquette-là. J'avais l'impression que ce que je recevais comme amitié de mes camarades, c'était du faux parce que tu étais fils d'eux. Ce que je recevais comme gentillesse de mes enseignants, de mes professeurs, c'était parce que, etc. Et je ne voulais pas ce traitement en fait de faveur. J'avais envie, même si peut-être que je me disais ça, alors que c'était pas vrai, mais c'était en moi. Voilà, c'était inclus en moi. Et j'avais envie d'exister par moi-même. Et donc, je pense que ça m'a poussé un peu à être un peu turbulent en classe, un peu perturbateur, un peu. J'étais toujours prêt à aller en grève ou à foutre entre guillemets hein, la merde pour ne pas être en cours. Et avec mes camarades, c'était tout le temps voilà, des résistances par rapport aux règles instaurées au lycée, au collège ou à l'école. Et donc, oui, j'avais envie d'exister par moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'existez pas vous-même? Oui, je peux dire que j'existe par moi-même aujourd'hui parce que beaucoup ont oublié cette période et très peu, en fait, font directement le lien entre mon père et moi. Ouais, il arrive que certains se disent que ça pourrait être, mais ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Pas automatique. La première question des chroniqueurs, c'est avec Midiou Clémentine qu'on va commencer. Midiou, bienvenue au Grand Café. Monsieur Lionel est là. Merci. Bienvenue sur ce plateau, monsieur Merci. Lionel. Alors, j'ai eu l'opportunité de lire votre livre, qui est d'ailleurs riche en enseignements. Et il y a un paragraphe quand même qui a retenu mon attention. La page 38, le paragraphe 3. Je cite, « L'immobilisme actuel au Burkina Faso pourrait s'expliquer par le fait que les acteurs principaux de l'histoire de ces 3 dernières décennies sont encore sous les feux des projecteurs. » Alors, partant de cette scène politique qui est en remaniement permanent, supposons que les projecteurs sont éteints et que ces acteurs principaux de l'histoire à la longévité politique sont déchus et qu'on envisage véritablement un transfert générationnel effectif. Moi, j'aimerais vous demander quelle qualité de jeunesse en place quand on a l'impression que vous-même, en tant que jeune, vous complaisez plus à dénoncer, à critiquer, plutôt qu'à agir véritablement. Pourtant, vous êtes une ressource humaine de qualité.
Est-ce que finalement, M. Bilgo, vous ne donnez pas raison à ceux qui vous qualifient de lâches? Non, je ne sais pas, ils disent ce qu'ils veulent, ça n'engage qu'eux. Mais pour ma part, en tout cas, je ne pense pas que je suis lâche. Et je crois d'ailleurs que ceux qui le disent n'ont certainement pas eu des prises de parole aussi risquées que ce que j'ai fait. J'ai dit souvent que je ne veux pas être un martyr. Moi, je n'ai pas envie de mourir comme Sankara ou Norbert Zongo. Au moins, ça c'est clair. Parce que pour moi, les martyrs ne militent pas. On les préfère vivants, à continuer à faire ce qu'ils faisaient, que morts. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans un cimetière poser la question aux tombes pour savoir ce qu'on doit faire. Ils ne décident plus. Ils sont là où ils sont et nous, on est vivants. Donc moi, je n'ai pas envie d'être un martyr. Et je pense que, très sincèrement, tout dépend de ce que vous appelez action. Moi, j'agis. Je sais ce que je fais comme action dans le milieu associatif, dans le milieu de l'éducation, et pas seulement qu'au Burkina Faso. Je sais que je pose des actions concrètes. Et le fait même déjà de prendre la parole, de sortir de l'indifférence, de ne plus se taire, et surtout d'être intéressé par ce qui se passe dans votre pays, est une forme d'action. Et ça, je le fais déjà. Et j'invite tout le monde à le faire. Maintenant, agir politiquement, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Oui, c'est de ça, aller en politique. Tout le monde n'est pas né pour faire de la politique. Ensuite, agir politiquement, c'est comme s'engager dans une religion. C'est une question de conviction et de foi. Si j'ai aucune foi en aucun parti politique, je ne vais pas me tordre le cou et aller suivre. Moi, je ne suis pas une bête de foire ou un mouton qu'on traîne dans les rangs d'un parti politique quelconque. On va donner la parole à Imhotep Bayara. Oui, mais quand même, je suis assez intéressé par ce parcours assez brillant. On se souvient, si c'est une erreur, vous pouvez rectifier, qu'à la fondation de l'UPC, vous fûtes un membre très influent et très actif dans la Corporation de Paris, et de l'UPC bien sûr. Et aujourd'hui, où en est-on? Et comment se fait-il que finalement vous êtes en train de tenir un propos comme ça qui semble ne plus être en bonne sainteté avec l'engagement politique, alors que vous avez quand même un antécédent à ce que nos informations nous renvoient? Un antécédent de militant. Un antécédent de militant, un antécédent éphémère de militant. Ah mais ça reste quand même un antécédent. Oui, d'accord, oui, mais éphémère de militant. La précision a une importance ici, donc il faut qu'on remette les choses dans leur ordre. Je fus un militant de l'UPC. C'était à l'époque de la naissance nouvelle de l'UPC. Moi, j'étais assez révolté contre le système au Burkina Faso. Tous mes camarades, en fait, à Paris, vous le diront, tous les Burkinabés qui ont croisé mon chemin dans les débats un peu partout, vous diront que j'étais quand même assez farouchement opposé. J'avais envie d'un changement, d'une transformation. Et quand l'UPC arrivait, je me souviens que c'est Noël Bewende, le frère du maire actuel, qui était passé me voir. Et on était quelques-uns, en fait, à être des cadres à Paris. On s'était rassemblés pour, justement, essayer d'asseoir un bureau. J'étais coopté pour piloter la communication et installer la communication de l'UPC Paris. Donc, j'ai créé le blog, j'ai créé la page Facebook n'existait pas, j'ai créé le blog, j'ai créé le site Internet et j'ai commencé à faire la base de données des adhérents. J'ai assisté à quoi? Allez, on va dire à 5-6 réunions. C'est vrai que j'étais vraiment motivé et engagé pour cela. Et quand j'ai été affecté en Afrique, mon contrat stipulait clairement que je ne pouvais plus être engagé politiquement du fait de la responsabilité que je porte. La dernière fois que j'ai vu Zéphirin Diabré, c'était justement en compagnie de Noël Bewende dans son bureau à La Padoue ici, où je lui avais dit clairement aussi qu'à cette époque-là, je ne pouvais plus. Et Noël Bewende aussi avait précisé tout cela. Donc, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Et puis, depuis, moi, j'ai observé l'évolution de l'UPC à distance. Monsieur, on va donner la parole à Nico. Alors, moi, j'aimerais rebondir également sur le courage que vous aviez au début de dénoncer. Donc, vous avez fait le livre du rêve à l'action en 100 pages. Sur un plateau, vous avez dit que vous avez rendu ce livre accessible afin que la plupart des jeunes Africains puissent lire ce livre assez facilement. Mais le livre, à la base, il était de plus de 500 pages. Depuis, vous avez reçu de nombreuses menaces de mort, si je ne me trompe pas, et on compatit vraiment pour cela. Je voulais juste vous demander, est-ce que c'est ce qui retarde, en fait, la parution des nouveaux tomes, le reste des pages, en fait? Non, non, pas du tout. Moi, franchement, les menaces, je ne change rien en ce que j'ai dans ma tête et en ce que je veux faire. Mais pourtant, vous ne voulez pas mourir. Oui, voilà. Oui, non, surtout que vous l'affirmez. De toute façon, je vais mourir. D'accord. Mais je ne veux pas mourir bêtement. Ouais. Et Sankara serait mort
Non, pas du tout. Norbert Zongo. Je n'ai pas dit qu'il est mort bêtement, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne comparerai pas ma mort à la mort de Sankara. Ce qui est sûr, une mort que je peux éviter, je l'éviterai. Je ne vais pas chercher la mort. Il n'y a aucun marché là où on va acheter la mort. D'ailleurs, personne ne le fait. Et si je peux l'éviter, je l'éviterai. Et il y a le suicide quand même. On va laisser poursuivre la réponse, s'il vous plaît. Et donc, non, ce n'est pas ça qui retarde. 500 pages, en fait, c'est parce que la partie économie avait été beaucoup plus développée, la partie santé, chaque secteur avait été étayé et développé. Là, on l'a toujours, je l'ai toujours en manuscrit. Et il fallait justement faire sortir un premier jet. Et comme on sait que les gens sont un peu réfractaires quand ils voient des gros pavés, et ben on a essayé de réduire pour au moins embrasser le public avec ce premier livre. Le reste viendra. Mais c'est parce qu'entre-temps, j'ai d'autres projets et l'écriture n'est pas ma seule passion. Je fais plein d'autres choses qui font que je ne peux pas en fait me consacrer pleinement à la sortie d'un deuxième livre de sitôt. Sinon, Rasmadine. Oui, moi je veux revenir très rapidement sur la question de l'UPC. Vous dites que quand vous arrivez en Afrique et que vous avez de nouvelles professions ou du moins de nouvelles responsabilités, vous vous éloignez un tant soit peu parce que pour des convenances professionnelles, vous n'arrivez pas à concilier l'engagement politique et votre engagement professionnel. Oui. Donc, à l'époque, effectivement, c'est l'engagement professionnel qui fait que vous quittez le parti. Non. D'abord, il faut dire une chose. Moi, je n'ai jamais signé ou eu de carte de militant de l'UPC. C'était vraiment à l'aurore, à la naissance de l'UPC. Et de l'UPC Paris, on va dire. Et donc, mon engagement professionnel fait que je quitte ma fonction de responsable de communication et que je quitte également le parti à cette époque-là. Et donc, je ne voulais plus, en fait, faire de la politique à partir du moment où mon contrat m'interdisait de le faire. La question qui en découle, c'est après cette expérience de l'UPC que vous découvrez que tous les partis politiques ne représentent pas assez la philosophie dans laquelle vous vous inscrivez, parce que vous dites d'entrée de jeu que vous ne voulez pas vous engager dans un parti politique au Burkina Faso parce qu'aucun d'entre eux ne représente les convictions que vous portez. Est-ce que c'est cette déception au sein de l'UPC qui vous fait dire ça, ou vous l'aviez avant, mais vous êtes quand même allé vous engager dans un parti politique qui est quand même celui-là? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si aucun parti politique ne me convient, donc je ne parlais même pas de conviction ni d'idéologie, je n'irai pas. La convenance peut tenir compte de la forme des partis politiques ou des hommes qui composent certains partis politiques. Il y a plein de paramètres qui doivent être pris en compte. Mais ce que je veux dire ici, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie propre ou d'idéologie pour adhérer à un parti politique. Il y a toutes les idéologies. Malheureusement, les idéologies sont d'une part un format et ce qu'on en fait est d'une part un autre format, d'autre part un autre format. Et donc ça peut ne pas correspondre à quelqu'un comme moi, ou à vous-même d'ailleurs, puisque vous n'êtes dans aucun parti politique, à ce que je sache. Est-ce que vous en avez? Non, à ce que je sache, j'ai dit à ce que je sache, il le dira lui-même. Et donc voilà. Je pourrais vous apporter la contradiction au besoin. Mais sur la question des martyrs, vous dites que vous ne voulez pas être martyr. Moi, je ne veux pas être martyr. Ce qui est tout à fait juste, c'est votre opinion là-dessus. En même temps, j'ai envie de poser la question à Lionel Bilgo. Jusqu'où s'arrête l'engagement de Bilgo? Est-ce que si vous arrivez au point où vous êtes dans une situation du 15 octobre, comme Sankara, vous refusez le martyr et vous rejoignez le rang de ceux qui... Des réformistes. D'abord, je ne sais pas ce que vous comprenez du 15 octobre de Thomas Sankara ou ce que vous comprenez correspond à ce que je comprends de ce 15 octobre. Là, on parle précisément de martyr. Est-ce que vous êtes prêt à donner jusqu'à votre vie, comme les insurgés de 2014, comme les résistants de 2015 par rapport au putsch, pour un temps soit peu élargir les libertés démocratiques dans un pays comme le Burkina Faso que vous voulez porter? D'abord, vous faites une confusion. Le martyr ne sait pas qu'il va être martyr. Ceux qui sont sortis en 2014 et qui sont morts ne savaient pas, n'avaient aucune certitude qu'ils allaient mourir. Ils sont allés au bout de leur effort. Non, eux n'avaient aucune certitude au moment de sortir qu'ils allaient mourir. Ça, c'est clair. Sankara, le 15 octobre, n'avait aucune certitude qu'il allait se faire tuer et assassiner. Norbert Zongo, quand il prenait la route, il ne savait pas qu'on allait le brûler et le tuer de cette manière. Donc, oui, même aujourd'hui, la possibilité existe me concernant le commandant, vous concernant, madame. Vous pouvez être... Même, non, oui, non, je dis... La possibilité existe. Oui, la possibilité existe. Est-ce que vous êtes prête à donner votre vie pour votre patrie? Je ne comprends pas si la possibilité existe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, s'il venait, par exemple, vous êtes en route, vous marchez, une alerte arrive, vous devez mourir pour sauver des convictions, pour sauver et libérer par votre sang tout un peuple qui périt dans l'indignité. Reportez-vous votre mort et vous trahissez. Et vous trahissez le besoin que par votre sacrifice,
comme le Christ de Nazareth, la libération de tous ces brebis que nous serons. D'abord, je vais vous dire une chose. Dans cette salle, je pense que je suis le seul à avoir reçu une cartouche de balle devant ma porte. Ah. Et à être ressorti le lendemain pour parler dans les médias et continuer de le faire comme je le fais aujourd'hui. Je pourrais vous donner un témoignage. Moi, j'en ai reçu. Au pied, ça aurait pu être dans la poitrine. Ok, très mais bien. nous continuons. Et vous continuez. Oui. Ok, très bien. Donc, évitons les prochaines balles, si on peut. Ok. Essayons. Oui, non, j'arrive. Essayons de rester vivants pour mieux faire et mieux soutenir le peuple. Tout à fait, on partage le Christ ça, est mort, il a donné sa vie, c'est vrai. Mais combien sommes-nous à être des pécheurs, y compris vous-même sur cette terre-là aujourd'hui, quand vous pensez à sa mort? Il faut se poser la question de l'utilité de ce qu'on en fait après. Moi, j'aurais aimé que le Christ soit toujours vivant pour absoudre nos péchés, libérer les lépreux, réveiller les morts, et marcher sur l'eau. Vous croyez quand même à ça, à Les amis, on va marquer une toute petite pause, mais c'est toujours dans la même tonalité. Monsieur Bilgo, nous sommes allés interviewer deux personnalités. En fait, un homme politique et un journaliste que vous connaissez très bien. Dans un premier temps, je vous invite à entendre le journaliste qui parle de vous. Nous lui avons posé la question très simple de savoir si M. Bilgo, s'il sentait chez vous une envie d'engagement au plan politique. Si vous aviez l'étoffe, au cas où vous avez cette envie, et quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Et ça se passe en 2 minutes 30 secondes environ. Il nous répond. Je vous invite à écouter, monsieur. Quand j'observe son cheminement, sa façon de s'exprimer, sa façon de communiquer, je perçois en lui quelqu'un qui a envie, très sincèrement, de s'engager en politique. Je crois qu'il est en train de chercher ses marques pour le faire. L'étoffe, il en a, il a un bon niveau intellectuel, il est très relationnel, il discute énormément avec les gens, il a, à mon avis, la capacité de s'approcher des uns et des autres, il a l'intelligence nécessaire pour s'engager en politique, et je pense que par rapport à l'étoffe, s'il fait un petit effort, je pense qu'il peut être un bon homme politique. C'est quelqu'un qui évite les confrontations. Donc de ce fait, que ce soit sur le plan intellectuel ou bien humainement comme ça, c'est pas quelqu'un j'allais dire, qui va dans les débats, dans les discussions. Il essaie toujours de rester au milieu, de rester au centre, d'essayer de faire plaisir à gauche et à droite. Donc, c'est pas quelqu'un j'allais dire, de frontal dans ses analyses, dans ses prises de position. C'est quelqu'un qui essaie de distribuer les bons points de gauche à droite, qui essaie d'avoir de très bonnes relations avec X, avec Y. De ce côté, il arrive à s'en sortir, à se donner une bonne image du jeune homme sans problème dans son coin et qui avance. Lionel Bilgo ne veut pas être un marginal. Or, pour faire de la politique, il faut être un marginal, dans le sens noble du terme, je vais dire. Donc, à partir du moment où c'est quelqu'un qui veut être sympathique, qui veut analyser, qui veut être dans le courant, qui veut être dans l'idée dominante, qui veut être dans la pensée dominante, je pense que c'est son principal défaut. C'est ce qui fait que Lionel Bilgo se fera seulement connaître comme étant quelqu'un de très sympathique, de très gentil, et il ne pourra pas incarner l'homme politique qui est capable de s'élever au-dessus, d'être à la marge de la pensée, et être à la marge de la marche et de pouvoir s'affirmer ou affirmer quelque chose. J'ai l'impression qu'il rentre trop dans les mouvements déjà existants et pour essayer de donner des bons points pour se faire lui-même une belle image de lui-même. Or, l'homme politique, c'est quelqu'un qui change des choses et quelquefois, à vouloir avoir une très belle image de soi-même, c'est un peu narcissique. Je pense que son côté, son défaut, s'il me le permet, il est un peu narcissique et ça, c'est pas bien pour quelqu'un qui, à mon avis, veut faire de la politique. Donc, s'il essayait de temps en temps de sortir des sentiers battus et puis de s'affirmer, de s'attaquer à certains points assez difficiles, il pourrait, je crois à mon avis, il pourrait devenir un grand chef. Mais jusqu'à présent, c'est un communicant
qui travaille beaucoup plus lui-même son image, qui est le jeune homme gentil, qui est ami avec tout le monde, mais ce n'est pas le chef. Un chef ne peut pas être ami avec tout le monde. Un chef, c'est un marginal qui prend des décisions, qui dit des choses quelquefois qu'on n'accepte pas, mais c'est ça. Un chef, c'est ça le chef. À partir du moment où vous voulez être comme vous voulez être adoré de tout le monde, vous devenez artiste musicien. Encore que là-bas aussi, ça devient difficile de temps en temps maintenant. Alors, quand j'observe... Vous l'aurez bien compris, on a l'impression d'avoir donc un artiste musicien dans notre fauteuil. C'est Ali Compaoré qui l'a dit. Et qu'est-ce que M. Bilgo pense sincèrement? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ses propos? Non, Ali Compaoré, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je le reconnais dans son franc-parler, hein, sans prise de gants. Et puis, voilà. Mais j'aimerais ne rien avoir à dire sur ce qu'il a eu à dire, parce que c'est son opinion, c'est son avis. Et dedans, je puise quand même quelques conseils qui m'ont beaucoup touché, quelques points qu'il a touchés et qui sont réels. Ouais. Et j'aimerais bien battre en touche le côté narcissique en quoi je ne me reconnais pas. Donc voilà, le reste, il l'a tellement bien dit que voilà, en réalité, ce sont des conseils plus qu'autre chose. Bien sûr. Ça, quand on fait un tel commentaire, nous, ça nous touche aussi. Oui. Peut-être que Lionel Bilgo ne veut pas répondre à Ali Compaoré pour les liens qui existent entre vous, mais aussi pour la franchise qu'il a. Non, mais en même temps, sur ce plateau, nous, on veut poser la question de savoir si effectivement Lionel Bilgo n'est pas un être trop consensuel pour porter un espoir politique au Burkina Faso. Parce que quand on vous suit dans vos postures, dans vos prises de position, tantôt vous voulez être avec le pouvoir, vous voulez avec l'opposition, vous voulez surfer sur la jeunesse, au point où dans certaines sorties, par exemple, sur l'insurrection populaire, vous avez qualifié par exemple les insurgés de presque être tous manipulés. La bronca qu'il y a eu après, vous avez sorti une autre théorie pour dire que vous avez été pas bien compris et vous avez réexpliqué. Comme si il y a toujours cette ambition-là de vouloir jouer sur tous les tableaux en même temps. Est-ce que finalement, ce long consensus-là, vous ne perdez pas toute votre crédibilité et votre foi à vous assumer vous-même? D'abord, merci beaucoup. Je saisis votre commentaire à la fin et après je reviendrai sur la question du consensus. La question de l'insurrection populaire, le fait que j'ai dit que... D'abord, je n'ai pas dit que les insurgés ont été dans leur grande majorité manipulés. J'ai dit que la jeunesse a été manipulée. Et je l'ai écrit dans le livre. Et je ne me suis pas excusé de l'avoir dit, je l'assume. Et je le redis aujourd'hui, avec fierté. Et donc, pour vous faire voir un peu jusqu'à quel point je le pense profondément, c'est parce que moi-même, en tant que jeune, j'ai cru à un moment donné, et je le crois aujourd'hui, qu'on a été berné durant le cours de l'histoire et que ceux qui ont payé le prix cher et qui ont été les oubliés d'après-insurrection, c'est en majorité la jeunesse. Je vous demande d'aller faire la queue lors des concours publics pour voir le nombre de chômeurs qu'il y a au Burkina et regardez dans la panoplie de ceux qui occupent des fonctions et qui sont toujours à la retraite dans la fonction publique, vous trouverez un certain nombre. Ensuite, j'aimerais vous dire une chose. Quand on dit insurgé, les gens confondent le titre d'insurgé comme si c'était une médaille de gloire que certains s'arrogent et d'autres ne l'ont pas. Moi, il y a plusieurs catégories d'insurgés. Il y a ceux qui sont sortis dans la rue et qui ont manifesté, qui ont donné leur corps pour défendre le pays. Et il y a ceux qui sont restés ce jeu parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, mais qui s'insurgeaient de ce qui se passait, soit cloués par la maladie. Vous étiez de quel côté? Attendez, j'arrive, je termine d'abord. Soit cloués par la maladie et qui ne pouvaient pas sortir. Il y a ces insurgés-là qui sont restés à Kosiam, à côté du président, mais qui pendant les réunions, ont dit par exemple qu'ils n'étaient pas d'accord, qui sont restés au CDP, plus à portée de main et qu'on pouvait tuer facilement, mais qui ont assumé leur responsabilité. J'en connais certains qui sont restés, qui ont été boudés, qui ont été mis de côté pendant les réunions parce qu'ils ont dit tout simplement qu'ils n'étaient pas d'accord. Pour moi, ceux-là aussi, ce sont les insurgés. De quel côté j'étais? Eh bien, je me suis insurgé depuis Paris contre la persistance en fait du régime du président Blaise Compaoré. J'avais envie... Non, j'étais du côté de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'article 37. J'étais du côté... Et s'il était là, il serait sorti, vous seriez sorti. Ah non, madame, vous dites que vous ne vouliez pas mourir. Pour votre information, ce jour-là, j'étais à Ouaga, mais je n'étais pas dans la rue. Et pourquoi? Voilà. Parce que... Il avait peur de mourir. Non, pourquoi? Quelle peur? Pourquoi? Je suis sorti, je suis allé libérer tous mes salariés qui devaient sortir, et je vous rappelle que dans mon contrat,
il y avait une clause de non-prise en participation de certaines décisions politiques ou de certains avis politiques. J'étais sous cette clause-là. En 2014, j'étais encore directeur Afrique de Bayard Presse Internationale et je ne pouvais pas sortir ou en tout cas me présenter dans les médias. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Laissez-moi faire intervenir monsieur Eddy Kombouego, qui est un homme politique aussi. Et à votre sujet, nous avons posé les mêmes questions que nous avons posées à monsieur Ali Compaoré. Et il a donné cette réponse avant qu'on ne vienne à Hervé Davidonda. Suivez. Monsieur Lionel Bilgo est déjà politique. C'est quoi un homme pour s'engager en politique, appartenir à un parti politique ou faire des critiques constructives pour la gouvernance ou du pays ou la gestion administrative de la société ou les rapports entre les hommes, de vivre ensemble? Si tel est le cas, il est déjà politique. Parce que tout ce qu'il fait est critique. C'est un homme qui veut que les choses s'améliorent, qui va du constat que depuis les années 60, le Burkina n'a pas beaucoup changé. Pour lui, il aurait fallu que les générations se renouvellent avec les nouvelles pensées, la nouvelle vision des plus jeunes, ce qui va améliorer les conditions de vie des sociétés. Donc, il a, sur tous les aspects, que ce soit social, économique, on rejoint l'aspect politique parce que c'est la politique qui oriente. Il termine ses analyses en disant c'est politique, c'est un choix stratégique. Je pense que c'est un homme politique, aguerri déjà. Puisque je vous l'ai dit, vous voulez l'amener, dites-lui de me rejoindre au CEFOP. J'en ferai bien un partenaire comme chef de file de l'opposition, représentant la jeunesse par exemple. Un homme affable, jeune, respectueux, mais courageux, direct, de par ses critiques. Il ne le fait pas pour faire mal, il le fait parce qu'il est convaincu qu'il doit apporter quelque chose de positif. Je trouve en lui quelqu'un d'assez grand, qui a une carrière à faire. Vivement qu'un jour ou l'autre, quand on va dire « Ah, Eddy Kombouego jette le pont sur le plan politique », parce qu'il aura l'âge qu'il sente qu'il y a autant de Bilgo, Lionel Bilgo, qui le remplace. Il serait satisfait. Vous savez, moi, je ne cherche pas les défauts, je ne cherche pas la tache noire sur le papier blanc. Moi, je regarde les qualités. Lui-même est un homme critique. Il se fait des autocritiques pour s'améliorer davantage. Je ne dis pas que c'est un âge, mais quasiment un âge, moi. Ah oui. Et cette fois-ci, après Ali, c'est M. Eddy Kombouego. Petit commentaire. Oui, c'est un grand frère, quelqu'un que j'apprécie aussi, en tant qu'humain, pas en tant que chef de parti politique, etc. Je l'ai souvent rencontré, on a souvent discuté, échangé. Et je rejoins ce qu'il dit, parce que je l'ai déjà dit dans mes interventions. Faire de la politique, ce n'est pas être dans un parti politique forcément, ou avoir une carte de militant. Nous pouvons faire de la politique en étant à l'extérieur, tout en infléchissant ou en agissant sur l'action politique publique. Individuellement, associativement ou collectivement, nous pouvons nous engager de cette manière-là. Et donc, s'il le considère, de par ses mots, que je fais de la politique à cause de mes prises de parole, à cause de mes écrits ou à cause de mes actions, oui, on peut dire si, je fais de la politique de cette manière-là. Merci, M. Bilgo. Les amis, votre mal en patience, on va revenir derrière parce que c'est lui notre invité, ne vous en faites pas, nous aurons le temps d'en discuter. Alors, tout de suite, on va introduire deux demoiselles. Elles font partie de l'ancienne team. C'est Miss Sandra et Miss Sana. Elles viendront nous parler d'une nouvelle rubrique, nous raconter l'histoire de quelqu'un. C'est très touchant. Mais voilà, on va les écouter tout à l'heure. Voici Sandra, voici Sana Bibata. Applaudissements. Bienvenue Sandra. Merci commandant. Bienvenue Sana. Merci commandant. Vous allez ouvrir la nouvelle rubrique de cette émission qui s'appelle « Nous sommes une famille ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de quelqu'un, une histoire qui nous touche
nous tous, et pour la simple raison que c'est une histoire humaine, tout simplement. C'est ça. De qui parlerons-nous aujourd'hui? Alors, le monsieur dont nous allons parler aujourd'hui a marqué l'histoire du football burkinabé. En effet, la carrière d'un footballeur est parfois parsemée de passion et aussi d'incertitude. Car s'il y a certains qui mettent fin à leur carrière pour satisfaction personnelle, il arrive que d'autres décident de mettre fin à leur carrière sous le coup du sort. Et c'est le cas de Toussaint Natama que nous allons évoquer aujourd'hui. Et fils du pays des hommes intègres, il est né en 1982. Sa passion et son talent pour le football lui ouvrent de grandes portes nationales et internationales. Et c'est la raison pour laquelle il finit par intégrer la prestigieuse équipe des Étalons. Et d'une marge de progression interne, il a tout pour réussir, tout semble lui sourire, jusqu'au jour où il subit un terrible choc au cours d'un match amical sur un duel aérien. Le constat est sévère, nous sommes en 2004. Coma, paralysie du côté gauche, résiliation de contrat. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Toussaint Natama. Alors, depuis ce jour, notre bel étalon n'a pas pu rejoindre les pelouses comme il le désirait de par le passé. Aujourd'hui, c'est un homme qui a des difficultés à rejoindre les deux bouts. Et de par ce canal aujourd'hui, nous voudrons attirer l'attention de tout un chacun d'entre nous, afin qu'ensemble nous puissions lui apporter notre soutien. Je voudrais qu'on applaudisse ces deux demoiselles. Oui, il y a un silence qui s'est emparé de cette salle parce que l'histoire de Toussaint Natama est vraiment une histoire touchante. Mesdemoiselles, on va vous dire merci. Vous allez rejoindre les coulisses. On va appeler Toussaint même, ici en personne, qui a bien voulu échanger avec nous. Encore merci les filles. Et je vous demande d'applaudir Toussaint Natama. Bonjour Toussaint. Oui, bonjour. Merci d'être venu. On a voulu faire cette émission depuis longtemps et aujourd'hui c'est le jour où on a vraiment espéré que tu viendras nous parler un peu de ce que ta carrière a été. Alors, donc, si l'histoire dit vrai, vous êtes donc coopté dans l'équipe des Étalons et c'était même pas la première fois puisqu'en réalité vous avez environ une vingtaine de sélections. Et nous sommes en 2000 combien? Pour la CAN, pour Tunis? Oui, en 2004. En 2004. Donc vous devez faire un regroupement au Burkina Faso. Vous prenez l'avion, vous rejoignez les Étalons ici pour le regroupement. Et après, vous partez en France. Là-bas, c'est vraiment les préparatifs avant de rejoindre Tunis pour commencer la compétition. Et au cours d'un match amical contre la Guinée, vous avez un choc avec le joueur Bobo Baldé. Et vous sortez du stade parce que la situation quand même ne vous permet même plus de tenir sur le gazon. Vous allez rester là-bas pendant au moins 3 semaines, pendant que les autres sont déjà partis à Tunis et automatiquement vous avez déjà remplacé. Vous allez donc rejoindre Tunis quand même après les 3 semaines. Vous vous rendez compte que votre nom avait été déjà gommé, donc la CAN est finie pour vous. Mais la CAN aussi finira pour les Étalons parce qu'après 2 matchs seulement, on avait fait 2 défaites. Et le 3e match, on avait fait un match nul. Donc chacun a plié bagage, vous vous êtes retrouvés à Ouagadougou. Et à Ouagadougou, c'est là que vous commencez à comprendre la gravité de votre blessure. Racontez-nous un peu cette étape à partir de Ouagadougou. Bon, mais d'abord, je vais remercier tout le monde ici parce que c'est pas évident. Ça fait vraiment plusieurs années. Donc, c'est pas évident qu'on se rappelle toujours de cet épisode-là, mais bon. Dieu merci, c'est une occasion pour moi de m'expliquer. Parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois. J'avais même décidé de ne plus en parler parce que à la fin, ça devient vraiment pas tenable. Donc, à partir de Ouagadougou ici, tenez bien le micro. Voilà, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était plus grave que quand un footballeur a une blessure, tu penses que bon, c'est pour 1-2 semaines et puis. Bon, mais à partir d'ici,
mon côté gauche, jusqu'à aujourd'hui, ne donne pas bien. Voilà, quand on me voit un peu avec les kilos que j'ai pris aussi, on pense que non, c'est un homme valide. Or, en réalité, effectivement, vous voyez la main aussi. Donc, le côté gauche, là, ne donnait pas bien. Donc, j'étais obligé maintenant de contacter mon club en Belgique. Et avec le ticket d'avion que j'avais, le tout, je suis parti en Belgique. Donc, arrivé là-bas, je ne pouvais plus courir parce que je penchais à gauche. Donc, eux, ils m'ont demandé maintenant de revenir voir ma fédération. Oui. Pour qu'on me donne au moins le dossier médical, parce qu'on ne sait même pas de quoi. Oui, le micro, tout ça, s'il vous plaît. Voilà. Pour qu'on vous donne le dossier médical, voilà. Pour qu'on comprenne en réalité voilà, de quoi vous souffrez. Voilà, mais ça fait 17 ans, je ne sais même pas de quoi je souffre. D'accord. Voilà, donc vous pouvez comprendre que je peux vous quitter dans 15 minutes. Oui. Voilà, donc ça veut dire que je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, je ne sais pas. J'ai fait 3 semaines de coma, et donc, eux, ils ne pouvaient pas me soigner parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agit. D'accord. Voilà, donc quand je suis revenu, j'ai fait des pieds et des mains à la fédération ici pour avoir le dossier. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais eu. Ouais, vous n'avez jamais eu le dossier. Voilà. Donc votre club en Belgique, à un moment donné, vous dit, on va donc se séparer de vous, monsieur Nataman. Oui, bien sûr. Mais on va vous payer quand même le temps qu'il vous reste en termes de contrat. Oui. Et ils vous payent ça. C'est quand même une belle somme, hein. Oui, bien sûr. Des millions de francs parce que votre salaire aussi est autour de 8 millions de francs CFA par mois. Oui. Donc on vous verse tout ce cumul-là. Oui. Vous rentrez au pays et vous vous dites en ce moment, vous n'avez vraiment pas un besoin d'argent dans l'immédiat. Non, non, non. Et vous vivez normalement, mais vous attendez non, quand pas même que normalement. les choses vous savez, changent. quand vous êtes en activité, il y a un niveau de vie que vous avez. D'accord. Donc tu ne te dis pas que ça va finir. Hein. D'accord. Bon, toi, tu fais tout pour les venir. Tu es optimiste. Voilà, parce bien que sûr. tu te dis, tu donc, vas guérir. Voilà, donc tu continues à vivre normalement, comme vous le dites, avec les atouts d'avant. D'accord. Voilà, donc c'est pas comme maintenant, par exemple, où je dois faire attention. D'accord, parce que à cette époque, vous avez aussi pu investir, vous avez payé des parcelles. Oui, bien sûr. Vous aviez votre maison, un R+3 que vous étiez en train de construire. Oui, bien sûr, oui. Mais parce que ce n'est plus comme avant, comme vous dites, vous allez commencer à aller chercher des soins ailleurs, dans la médecine traditionnelle. Oui, mais c'est ce qui enfonce aussi plus, hein, puisque effectivement tu veux guérir, tu penses que ça peut se faire. Tu as des gens qui viennent te voir, beaucoup de supporters, beaucoup, même dans la famille, qui viennent te voir, qui disent, bon, je connais quelqu'un à Tinkoudou, je connais quelqu'un à Lomé, je connais quelqu'un au Mali, viens, on va aller voir. Et tu as fait tout ça. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui va t'enfoncer davantage, parce que financièrement, il faut payer. Voilà. Alors, la guérison ne vient pas. Et vous vous mettez à arpenter les couloirs de la fédération pour comprendre vraiment le fond de votre dossier. Voilà. On va résumer les choses, pour dire vrai. Au finish, c'est la somme de 2 millions et quelques francs qu'on vous donne. C'est combien exactement qu'on vous a donné? Oui, 2,6 millions. Oui. Bon, mais en son temps, c'est pourquoi j'ai dit je ne comprends pas le silence de M. Seydou Diakité qui était le président de la FBF en ce moment. Oui. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il ne dit rien. Au moins dire que je mens, c'est quand même quelque chose. Je vous ai remis tous les documents. Moi, j'ai les documents à ma possession pour tout ce que j'ai reçu. Puisque de 2004 à 2007, et je suis au Burkina, je suis reparti en Belgique 3 ou 4 fois pour me soigner. Ça n'a pas donné. Je suis même allé au Maroc à mes propres frais. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Bon, comme je ne comprenais pas, effectivement, je suis entré dans la médecine traditionnelle. Ça n'a pas donné non plus. Et en 2008, ça a commencé maintenant à ne plus aller. Donc j'ai commencé maintenant à contacter le président qui était en ce moment TCA de la SNTV. Donc chaque matin, quand ça n'allait pas, je l'appelle. Il me dit, il me rappelle dans 5-10 minutes, il demande à quelqu'un de me donner 25 000 francs, 20 000 francs. Voilà. Donc, bon, à un moment donné, moi je n'ai pas les papiers, je ne sais pas quelle assurance la fédération a contracté avant que nous on ne parte. D'accord. On m'a dit seulement que l'assurance a payé 5 810 000 francs et qu'eux ils vont retrancher les frais des soins à Marseille. À Marseille. Voilà. Puisque vous avez je suis resté dans un centre de réanimation à Marseille. 3 semaines. Bon, inconscient, dans le coma. D'accord. Donc, dans les 5 millions et quelques, ils ont déduit tout ce qu'on me donnait. Tout ce qu'on te donnait. Voilà.
et plus les frais de Marseille, et on m'a remis 2 600 000 francs. Ça, ce document, vous l'avez, oui. Et vous pensez que personne ne peut vous contester. Non, mais vous-même, vous l'avez, non? Oui, je l'ai. Voilà. Enfin, oui. je le dis pour le oui, public. non, mais moi, je ne comprends pas. Oui. Pourquoi lui reste silencieux? Pourtant, il était aux affaires en ce moment. Je peux comprendre que je suis burkinabé comme tout le monde. Je peux aussi contribuer au développement du pays, c'est vrai. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais quand même, qu'on me dise, si 2 600 000 francs, c'est pour une vie, c'est pour un avenir. Oui, c'est pas pour un avenir, ça au moins c'est sûr. Alors, M. Toussaint, ce qui va se passer, c'est que les présidents des fédérations changent, les ministres des sports changent, mais rien ne change en réalité chez vous. Oui, pour Et moi, c'est pour cela que nous sommes là, pour parler. Nous, on ne peut pas mettre le doigt accusateur sur quelqu'un. Nous, c'est notre témoignage que nous voulons recueillir. Et ça pose évidemment le problème de ceux qui s'engagent pour leur pays. Et je vous avais demandé si vous aviez un contrat quand on va s'engager dans l'équipe des étalons. Vous m'avez dit non, il n'y a aucun contrat. Vous allez vous engager et puis soit vous avez des primes de match et ça s'arrête là. Alors, les étalons, l'ancienne génération comme la nouvelle génération, il y en a qui vous ont fait des petits gestes, rapidement, qui vous a fait des gestes. Bon, comme je pense qu'on en a déjà parlé, et au niveau du football, c'est vrai que c'est un sport d'équipe, mais il y a beaucoup de générations qui passent. Tu as des bons amis avec lesquels tu as joué aussi. Voilà, donc ces gens-là, bon, je peux citer Dagano, Kélé. Qui vous a donné combien? Zundi. On est dans la transparence. Dagano, qui m'a donné 100 000 francs une fois. Et Zundi, qui m'a donné 25 000 francs une fois. Et puis Kélé qui m'a donné 20 000 francs une fois. Voilà. Mais vous savez, c'est très compliqué. Je n'aime pas faire ça. Si je cite des noms, je risque d'en oublier parce que et je suis dans une époque où, même quand on me donne 1000 francs, je suis reconnaissant. D'accord. Et je peux donc oublier. Donc c'est pour se faire une idée d'à peu près les montants que tu reçois. Et tu m'as dit au bureau que celui qui t'a donné, la plupart de ceux qui t'ont donné vraiment de l'argent, c'est des footballeurs étrangers. Oui, mais c'est ce qui fait mal au Burkina Faso, c'est ça le problème. Et Zekora, Didier de la Côte d'Ivoire, lui t'a donné combien de francs? 6 700 000 francs. Voilà, il vous a donné 6 millions. C'est lui qui m'a permis de déménager. De déménager dans votre maison. Oui. Et il y a d'autres footballeurs? Oui, bien sûr, il y a un Malien, Mamadou Gila Diarra, qui m'a aussi donné presque 4 et 5 millions, je pense. Il y a un Guinéen aussi, Yacouba Silla, qui est maintenant en Arabie Saoudite, qui m'a donné une fois 3 millions et quelques aussi. Voilà, même bon, et il faut seulement savoir... Baldé, celui avec lequel vous avez eu ce choc. Bon, moi je n'ai plus de ces nouvelles, hein. C'est avec sa sœur. C'est sa sœur qui m'a contacté une fois, il s'est laissé comme ça. Elle avait promis qu'elle va en parler à... Bon, mais lui aussi, c'est compliqué, parce que lui, il y a la carrière, et puis il y a les déplacements, il n'est pas sur place. En temps, il était en Écosse, donc c'est pas... je n'en veux pas, c'est pas si simple. Voilà, chacun aussi a sa vie à préparer. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas fait ça ou qui n'a pas fait ça. D'accord, Toussaint, quelles sont en réalité vos préoccupations? C'est quoi l'urgence sur vous aujourd'hui? L'urgence, c'est de m'aider à vivre. Oui, parce que je ne suis plus très jeune. Tu ne peux pas vivre de façon... c'est compliqué de vivre comme ça et de ne pas savoir de quoi demain sera fait et d'être toujours derrière soit des amis ou bien d'être toujours derrière la famille. Et je ne sais pas si vous avez passé l'élément que vous avez vu comme maman a parlé. Oui, voilà, votre maman a parlé, on va regarder cet élément. Voilà, donc tu perds tout en fait. Je ne suis pas quelqu'un d'assez facile, c'est vrai, mais quand tu perds ta dignité, tu perds ton honneur, tu n'as pas vraiment grand-chose à dire. Tu ne fais que suivre la vie. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour pouvoir vivre jusqu'à maintenant. Sinon, souvent, tu as envie d'en finir. D'accord. Bon, on vous demande de ne pas en finir parce que c'est aussi ça la vie. Ça peut être très sombre aujourd'hui. Non, mais c'est mieux souvent, je pense. Non, je comprends. Toussaint, vous vivez avec votre maman et votre fils. Vous n'êtes pas marié. Non. Et donc, vous êtes toi dans cette maison inachevée. Je voudrais demander à tout le monde de vous applaudir pour votre courage. Voilà. C'est en 2004 qu'il a eu la blessure en Tunisie. Bon, il est parti en Tunisie. Il est parti pour le match de préparation. Et moi,
il m'a dit qu'il partait en Tunisie. Et je n'ai jamais été informé qu'il était blessé. Personne ne m'a informé. C'est un jour comme ça, je suis parti chez mon directeur et sa femme m'a dit que j'ai su que mon fils est blessé. J'ai dit, je n'ai pas su. Qu'il est au terrain avec son docteur. Donc, quand il est revenu, effectivement, il était blessé. Et en tout cas, c'est resté lettre morte comme ça. Et moi, j'ai parlé même à la RTB. J'ai dit, tous ces partis, s'ils partaient jouer le match, la CAN là, c'est pour l'amour de son pays. Sinon, il était en Belgique, il était dans son club, ils l'ont invité à venir. S'il a accepté pour venir, c'est pour l'amour de son pays, c'est pour l'amour de tous les Burkinabés. Et s'ils avaient la victoire, c'est la victoire du Burkina Faso. Ce n'est pas lui seul. Donc, s'il a été blessé quand même, il est, en tout cas pour moi, d'abord j'ai demandé, j'ai dit que l'administration est une continuité et qu'on nous fasse quand même parvenir le dossier médical pour qu'on puisse savoir au moins de quoi il souffre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de choses. On n'a pas vu le dossier médical. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que les gens de la fédération même me connaissent? Ils ne me connaissent pas. Bon, vous mettez votre fils au monde. Il joue. Il est venu pour jouer pour son pays. Le beau pays que nous aimons tous. Il s'est blessé. Vous ne connaissez même pas ses parents. Vous n'avez pas demandé à connaître ses parents. Vous ne vous occupez pas de lui. Vous l'avez laissé comme ça à lui-même. Moi, je suis là aujourd'hui. C'est avec ma pension qu'on vit. Est-ce que, vraiment, il n'est pas convenable qu'on dise aux autorités de Burkina de se retourner pour au moins s'occuper de lui? Je suis là, c'est ma pension. Il n'a rien, il ne fait rien. Et puis il est handicapé. On ne l'a pas soigné, nous ne savons pas de quoi, nous ne savons pas comment ils l'ont soigné. Nous ne comprenons rien. Et nous sommes là. Donc, en tout cas, moi, sincèrement, tout ce que je demande, c'est qu'on s'occupe au moins de lui. Parce que moi, je suis là, moi, je suis sa maman. J'ai 71 ans cette année. Et c'est moi qui dois m'occuper de mon fils, il a 45 ans. On ne lui dit rien, on ne parle pas de lui, on ne fait aucun cas. On ne connaît même pas ses parents. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que moi je peux dire? Sinon, demandons aux autorités de tourner leur face vers lui. Parce que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des Burkinabés. S'il n'était pas blessé et qu'il gagnait le match, c'est une victoire pour le Burkina Faso. Vraiment. C'est ce que j'ai à dire en tout cas. Et puis, m'adresser à notre invité Lionel Bilgo, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Oui, je suis la presse nationale, donc j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Toussaint Atama. J'ai suivi ça comme tout le monde dans la presse. Et dans ce qu'il dit là, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il faut que la fédération de football revoie son fonctionnement, sa relation vis-à-vis des joueurs, des footballeurs, et qu'il y ait une base de données par rapport au dossier de chaque joueur, qu'il soit en forme ou malade, peu importe, que cela puisse être accessible aussi aux joueurs. Moi, je suis choqué d'entendre qu'il n'y a pas de contrat, en fait. C'est difficile. Et je pense que cette sortie-là va permettre aussi de prendre des dispositions pour améliorer le système actuel par rapport aux sportifs. Et nous sommes dans un pays, et moi je dis souvent que les pays qui vivent le mieux, c'est ceux qui fabriquent plus de modèles que de martyrs. Nous, on sait fabriquer beaucoup plus de martyrs que de modèles. Pour des gens qui ont servi le football burkinabé, qui ont fait briller le nom du Burkina à l'étranger, pour les voir dans cet état-là, ça fait un pincement au cœur. Et à un moment donné, on peut répondre justement à la question. Le sacrifice pour la nation, parfois quand on regarde les vivants sacrifiés, on se pose la question du retour. Je parle de Toussaint Atama, mais j'ai en mémoire aussi ce policier que j'ai vu couché à l'hôpital de Tengango parce qu'il s'est pris des éclaboussures à la face et qui n'arrive pas à être évacué depuis longtemps. Quand je vois ça, moi, ça me fait un pincement au cœur. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas s'engager pour le pays. Il faut s'engager pour le pays, mais il faut lutter aussi pour que ceux qui s'engagent pour le pays aient un certain mérite et une certaine reconnaissance de leur vivant.
demander à M. Zinaba. Zinaba connaît cette histoire aussi de M. Toussaint. Oui, je l'ai apprise. Je compatis déjà parce que c'est très difficile. Ça fait 17 ans que ça dure. Et pourtant, on aurait souhaité effectivement que des voix plus autorisées, notamment au niveau de la fédération ou au niveau du ministère, puissent clarifier la situation si effectivement ce qui a été fait dans le sens de prendre en charge, moi je les appelle des héros nationaux, tous ceux qui portent le drapeau national et qui vont se battre, même s'ils ne remportent pas de victoire tout de suite et maintenant, c'est d'abord des héros parce qu'ils portent toute une histoire, ils portent tout un pays, ils portent des couleurs. Et on se doit de les choyer à la limite, de leur rendre au minimum la monnaie de la pièce qu'ils nous donnent en termes de gloire et en termes de visibilité. Malheureusement, on a encore des cas ainsi et on espère qu'à travers cette tribune du Grand Café, des voix plus autorisées entendront le énième appel, parce que ce n'est pas le premier plateau, le énième appel, et qu'effectivement on ait une clarification sur effectivement ce cas-là et que d'autres personnes voyant de telles situations ne veuillent pas se battre pour le drapeau national comme on le dit depuis. Moi, ma question est toute simple. Est-ce qu'on peut encore le soigner? Enfin, est-ce qu'on peut encore le soigner? Est-ce que vous avez envie de demander est-ce qu'il peut encore jouer au foot? Non, pas jouer au foot. Est-ce qu'on peut encore le soigner? Est-ce qu'il a besoin d'argent? Voilà. Je voulais intervenir par rapport à ça, parce que je voulais dire que le plus déplorable, c'est justement ça, parce que médicalement par là, quelqu'un qui a une hémiplégie, il est possible que la personne puisse se remettre. On voulait rappeler que mademoiselle est en 4e année de médecine. Ouais. Voilà. On a des médecins avec nous. C'est les compétences du plateau. Allez-y, mademoiselle. Peut-être pas totalement, mais vu que lui, son cas était déjà mineur, avec de la volonté et beaucoup de rééducation, il aurait peut-être pu reprendre son activité et rejouer à nouveau au football. Mais ils l'ont laissé traîner et là, ça va peut-être être compliqué, mais peut-être que c'est toujours possible. Donc, agir le plus tôt possible pour que peut-être il récupère totalement son corps et qu'il vive un peu normalement, comme on dit. Toussaint, nous on va garder le contact avec toi et on espère que, comme Zinaba l'a dit, de bonne volonté vont agir. Voilà, pour qu'enfin tu restaures ta dignité et c'est ce qu'on te souhaite. C'est courageux de ta part de venir en parler avec nous ici. On garde le contact. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. 10 bonnes questions dans les yeux de mademoiselle Lorraine. Monsieur Bilgo va venir se prêter à ce jeu. Voici Lorraine Bazier. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Et voici Monsieur Bilgo Lionel. Applaudissements. Bonjour Lorraine. Bonjour commandant. 10 bonnes questions triées, minutieusement triées avec les bons soins de coach Zine. Effectivement. J'imagine. Oui, avec la complicité du coach. On y va. Alors bonjour Monsieur Bilgo. Bonjour. Bienvenue sur ma table de mensonges et de vérité. Merci. Alors le principe est très simple ici. Je vais vous poser 10 questions et vous devez juste répondre par mensonge ou vérité. Okay. Sans commenter. Très bien. Et on va commencer par boire de l'eau. Okay. C'est la coutume ici. Et vous me regardez dans les yeux. Alors, Monsieur Bilgo serait pistonné par une officine politique. Mensonge. Mensonge. Vous êtes en train de créer un mouvement politique pour les élections 2025. Mensonge. C'est rapide, hein, monsieur? Parce que c'est convaincant. Ok. Vous êtes plutôt réconciliation nationale que vérité et justice. Mensonge ou vérité, rapidement? Vérité. Vérité. Ok.
Téminis Édition, votre maison d'édition, est financée par un homme politique. Mensonge. Mensonge. Il se raconte que vous avez refusé de travailler pour plusieurs médias français à cause de vos ambitions politiques. Mensonge. Ok. Il se dit que si le président Kaboré vous appelle dans un gouvernement, vous irez sans réfléchir. Mensonge. Mensonge. Sans réfléchir, mensonge. Mensonge. Sans réfléchir, mensonge. Mensonge. Sans réfléchir, mensonge. La sortie de votre livre vous aurait plus ruiné qu'enrichi financièrement. Vérité. Vérité. Monsieur Bilgo serait pour la légalisation du mariage homosexuel au Burkina. Mensonge. Mensonge. Vous seriez prête à arrêter toute prise de position publique si jamais la vie de votre famille était en danger. Vérité. Vérité. Vous seriez plutôt Blaise Compaoré que Thomas Sankara. Mensonge. Vous êtes Thomas Sankara alors. À fond. Ok. Monsieur Bilgo aurait affirmé qu'il ne voit plus l'utilité du ballet citoyen depuis quelques années. Vérité. Vérité? Vérité. Ok, vous allez régler ça avec Cochedine alors. Avec plaisir. Ok, merci. Merci, merci Lorraine, merci Monsieur Bilgo. C'est parti maintenant pour le Café Chaud. Et c'est une déesse qui nous rend visite aujourd'hui, trêve de commentaires. Et après sa prestation, mes chroniqueurs vont juger et donner leur appréciation sur cet album. Est-ce qu'il y a un contenu? Est-ce que nous sommes dans la qualité, comme le dirait un ministre? Mesdames et messieurs, voici Tinès, la déesse. La maman, 5 étoiles. Elle a du terrain le silencieux. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Tayama, tayama. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Tayama, tayama. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. L'Afrique en parle, l'Europe t'invite à bouger. Asie, Amérique, Président, Kawitiko Saraba. Tayama, tu veux pas, oh. Tu as déjà dedans. Tayama, tu veux pas, oh. Danse seulement. Tayama, tayama. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Tayama, tayama. Tayama, zege, tayama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Totolo nyama, totolo nyama. Momo Sari, ça pour s'amuser. Tayama va tuer. Les filles, les garçons, venez tous suivre le mouvement. Mbakane wite nyama. Ndwa ganye bite nyama. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Abu service ole, oya, ole lele, oya. Resta team ole, oya, ole lele, oya. Bomba cheram ole, oya, kizito lengani. Tayama. Wemba Liseta. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Tayama, tayama. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Mama Sita Ouedrago, la première dame. Bouba le milliardaire. L'Afrique en parle, l'Europe t'invite à bouger. Asie, Amérique, Kawitiko Saraba. Tayama, tu veux pas, oh. Tu as déjà dedans. Tayama, tu veux pas, oh. Danse seulement. Tayama, tayama. Ahmed Moto. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Tayama, tayama. Ahmed le Panamien. Tayama, zege, tayama. Marche comme tu veux. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Tayama ole, oya, ole lele, oya. Momo la réussite.
Depuis le début de sa carrière, Tinès la déesse, l'ex-danseuse, devenue chanteuse, présente aux mélomanes une série de tubes. Et pour marquer ses 10 ans de carrière, elle fait le pari de présenter le 20 février un premier album qui, selon certains observateurs, spécialistes de la question, a le mérite d'une note au-dessus de la moyenne. Album Consécration, j'ai été agréablement surpris. On voit Tinès, généralement, moi quand je venais, je me disais que Tinès c'est du coupé-décalé peut-être un peu assez avancé, mais elle est rentrée vraiment dans le folklore local. J'ai beaucoup aimé. Sur les 8 titres, quand je regarde, il y a 4 titres qui sortent vraiment du patrimoine national. Elle a fait pour la première fois, j'ai été surpris du Wire et du Warba. La musique de César, du Djeka, c'est vrai qu'elle connaît déjà, mais moi je ressens vraiment une véritable consécration à travers cet opus. On sent une maturité dans ce qu'elle fait, on sent une véritable ouverture artistique qu'elle a apportée et beaucoup plus ramener sa musique justement dans une forme d'ancrage culturel. Pour l'avoir connue à ses premiers pas comme danseuse, je puis dire aujourd'hui que Tinès a atteint un niveau très acceptable et surtout bien mérité. À force de travailler, aujourd'hui me convainc encore avec cet album baptisé Consécration qui vient encore confirmer tout le bien qu'on disait d'elle. C'est une femme qui a su se battre, c'est une femme qui se définit de par sa ténacité, sa témérité, son abnégation au travail. Et aujourd'hui, moi je suis très fier donc de pouvoir participer à la dédicace donc, de cet album que je souhaite vivement qu'il puisse connaître donc un succès franc. Chers chroniqueurs du Grand Café, avez-vous vraiment un coup de cœur pour ce nouveau bébé de Tinès? Une quarantaine dans la discographie quand même. Et puis beaucoup de tubes qui sont passés. Alors, Tinès, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que la carrière fonctionne comme tu l'as toujours souhaité? Bon, parce que pour certains, elle a un tout petit peu baissé. Bon, mais chez moi, je peux dire que ça n'a pas baissé. Parce que être une femme au foyer et puis en même temps piloter sa vie d'artiste, c'est pas du tout simple. Mais chez moi, c'est pas compliqué. Chez moi, c'est toujours été facile. Parce que si ça a baissé, si on dit ça a baissé, peut-être c'est parce que j'ai pris 9 mois. 9 mois, je peux dire en tout 10 mois. Parce que dès que après mon accouchement, j'ai fait 2 mois de congé. Hein. J'ai pas fait les 3 mois de congé. Je me suis lancée déjà. Voilà, donc je peux dire. Parce qu'il y avait les triplés à côté, quoi. Voilà. D'accord. Tinès est mère de 5 enfants. Ouais. Des jumeaux d'abord, et puis après les triplés. Oui. Ouais, c'est-à-dire que chez les footballeurs, on peut dire qu'elle a fait 5 en 2. Voilà, c'est bien. C'est 5 en 2. Alors, c'est bien. En tout cas, l'album est sorti officiellement. Et puis, il y a cette soirée-là aussi. On va observer pour le moment. Je vais demander à quelqu'un comme Hervé Anla, en quelques mots, de nous dire ce qu'il a pensé vraiment de cet album. Voilà. C'est la consécration. Hein. C'est un album, moi j'ai suivi, j'écoute cet album. J'adore Parlaïri. Merci. J'adore Torninam, j'adore franchement, tout simplement parce qu'elle est rentrée dans une... C'est plus le coupé-décalé. C'est l'album de la maturité. Elle fait du live. Et ces 2 titres particulièrement, je lui ai prodigué ses conseils. C'est véritablement de mettre ces titres-là en avant. C'est du Warba pour sa première fois qu'elle fait. Et c'est du Warba. Moi, je ne l'avais jamais vu Tinès dans ce registre. Mais quand elle a fait, j'étais à la conférence de presse, il fallait voir les applaudissements. Tout le monde s'était waouh. Mais enfin, voilà une Tinès qui est véritablement dans le folklore de chez nous qu'on souhaiterait. Bon courage à toi. Merci beaucoup. C'est les compliments du chat. Hein. Du chat, oui. Donc, c'est quand même rare. C'est rare. Ouais, d'accord. Mais pourquoi, quand on a dit Tinès, on t'invite au café, tu as dit non, moi je ne viens pas au café. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ici? Non, rien. Donc, vous viendrez nous voir dans le grand fauteuil bientôt? Oui, bien sûr. C'est une promesse, hein? Oui. Dans 2 semaines? Dans 2 semaines, je ne suis pas au gars, en fait. Applaudissements pour Tinès. Et maintenant, avant de retrouver encore M. Bilgo pour boucler la discussion, je voudrais demander à Coach Zine de revenir sur ce qui a marqué la toile selon lui. C'est la photo de la toile et je crois qu'on va parler de quelqu'un qui raccroche les crampons. Monsieur Zinaba, de qui s'agit-il? On va se mettre debout parce que celui à qui le Grand Café rend hommage aujourd'hui est un monument
de notre football, c'est un leader. Au-delà d'être un leader, c'est un homme qui donne envie de regarder la télé et de suivre un match de 90 minutes et même de 120 minutes, comme nous l'avons vécu à la CAN en 2013. Celui qui est parti d'un centre de formation de football au Burkina Faso, Planète Foot, et a rejoint les clubs allemands. Mettez-vous debout. A rejoint Fribourg, a rejoint Anvers en Belgique, a rejoint Rennes en France, a rejoint Paris FC en France, a rejoint Al Jaziri dans le Golfe, a rejoint Al Nasri dans le Golfe toujours. Celui-là même qui totalise 360 matchs dans ses clubs respectifs avec 75 buts. Celui qui nous a donné de voir une très belle CAN 2013. Un homme qui porte le 11 et qui aujourd'hui est un modèle et un exemple pour tous les jeunes. Je nommé Jonathan Pitroapa a rapproché les crampons pour une dernière fois. Et qui de plus intéressant que le capitaine des étalons, Charles Caboret, lui a envoyé un petit message qui était celui-là avec une photo de lui à Marseille et de Jonathan à Rennes où il disait tout simplement « Merci Pete pour tous ces moments partagés ensemble et pour ta grande et brillante carrière. » On peut dire encore « Merci Pete pour toute ta carrière et pour ce que tu nous as donné de voir et surtout pour être le meilleur joueur de la CAN 2013. Pitroapa. Pitroapa. Merci. Bel hommage. Et ouais, c'était quelque chose. Merci. Merci. Ah oui. Pitroapa. Ça, c'est la reconversion maintenant. C'était quelque chose. Et je crois que le coach a appris à tous les commentateurs européens à dire Pitroapa au lieu de Pitroipa. Merci, coach Zine. Une question à M. Bilgo. C'est Hervé Ola qui la pose. Rapidement, on va accélérer. C'est vraiment, j'avais vraiment besoin que tu abordes cette problématique. J'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt. C'est sur les nouvelles générations. C'est sur la transmission. Il y a un thème qui revient régulièrement dans ton bouquin, c'est le fait de laisser les jeunes, que les anciens n'ont qu'à laisser les jeunes prendre leur place. Comment est-ce que vous voyez un peu cette façon de transmettre ces deux générations? Est-ce qu'il faut que les jeunes, les vieux laissent la place à ces jeunes, ou bien il y a cette transmission qui doit se faire entre les aînés et puis les plus jeunes? Oui, c'est vrai. D'autant que l'actualité même, c'est ça maintenant, partout même dans le monde culturel, il y a vraiment ce conflit intergénérationnel. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, je pense qu'à la sortie du livre, ce passage, par exemple, a été aussi, par moments, mal compris par certains qui pensaient que c'était de prendre le pouvoir et de donner aux jeunes. Moi, je parle de la transmission des valeurs, de la transmission de la notion historique de notre pays, de la transmission de la compétence, pour ensuite, maintenant, au moment où nos vieux os nous lâchent un peu, laisser la place et être satisfait de voir des jeunes à qui on a transmis toute la sève nourricière de la qualité d'un homme capable de diriger un pays, se battre pour occuper le poste ou la place qu'il faut. Aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression qu'on a un déficit en fait, de compétences parce que certaines personnes, ayant atteint l'âge de la retraite, et étant fatiguées et ayant fait l'histoire du Burkina Faso depuis plus de 30 ans, 35, 40 ans, continuent à être aux affaires. Et ça, pour un pays, c'est pas, pour moi, en tout cas pour un pays, c'est dangereux. Parce qu'on ne fabrique pas le tabernacle de sages. On n'a pas de sages. Aujourd'hui, quand il y a un conflit, généralement, c'est des personnes plus âgées, plus sages, plus averties qui viennent nous séparer et qui donnent, si on veut bien dire, le champ de l'apaisement, de la réconciliation. Mais si ces personnes-là, censées donner le champ de la réconciliation, sont toujours aux affaires, donc à l'opérationnel, sont juges et partis pris, ça va être difficile lorsque des moments difficiles viendront. Pour moi, il faut former la jeunesse. Et puis, quand l'âge de la retraite vient, savoir laisser la place, parce que nul n'est irremplaçable. Et les jeunes doivent les chasser, ou bien comment ici ne partent pas? Non, de toutes les façons, la finalité de tout ça, si ça persiste, c'est ça qui arrive à un moment donné. Quand on s'accroche, quand on persiste malgré l'âge, quand on ne peut plus, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Prenez l'exemple de nos familles nucléaires. Chez moi, à la maison, par exemple, mon père, je me souviens de l'époque où tout ce qu'il disait était saint de Bible ou de Coran. Mais aujourd'hui, nous, les adultes, nous sommes consultés, notre parole compte autant que sa parole. C'est pareil dans la vie sociale d'un pays. À un moment donné, il faut que la jeunesse, en fait, puisse s'exprimer et que sa parole pèse et compte dans le landerneau politico-économique et social de notre pays. Monsieur Pigeon, est-ce que vous pouvez nous
C'est la dernière question. Je préviens, c'est la toute dernière. Ouais. Monsieur Bilgo, est-ce que vous pouvez nous dire clairement sur ce plateau si vous avez des aspirations politiques? Non, clairement aujourd'hui. En tant que candidat? Non, non, pas du tout. Je n'en ai pas. Et qu'est-ce qui vous manque lorsque vous prenez le soin quand même d'égrener certains ingrédients qui ont permis aux révolutionnaires d'asseoir une certaine assise? Vous avez parlé notamment de la volonté d'agir, du leadership et de la conviction. De ces trois ingrédients, qu'est-ce qui vous manque véritablement? Je pense que je ne suis pas encore... je ne crois pas être prêt, en tout cas, à m'engager politiquement. Je pense que c'est maintenant. Et je pense que c'est une erreur que l'on fait, de coûte que coûte vouloir, en fait, que tout le monde fasse de la politique. Et si ça se trouve demain, je n'en ferai pas, ou que je veillerai sans en faire. Vous préférez rester équilibriste? Non, je ne suis pas du tout équilibriste. C'est un mot assez salace qui appartient à ceux qui jouent à ce jeu-là. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Je donne mon point de vue, et si mon point de vue, par moment, ne vous convient pas, mais correspond à Zinaba, ou que par moment, ça ne correspond pas à Zinaba et que vous convienne, ce n'est pas de l'équilibrisme, c'est que je fais des choix. Des choix. Monsieur Bilgo, le livre s'est vendu en combien d'exemplaires? Le livre s'est vendu à plus de 2000 exemplaires. D'accord. Le prochain tome, c'est pour quand? Je n'ai pas de calendrier en tête. Je ne suis même pas en train d'écrire le prochain tome. Ça sera difficile pour moi de vous dire. Il n'est même pas dans vos pensées? Si, dans mes pensées, oui, parce qu'il y a une histoire qui m'a frappé récemment et je pense à un roman et je me demande si je porte la plume ou si je cède la plume à quelqu'un. C'est l'histoire de cette jeune fille-là qui avait été violée par son père et qui a accouché d'un enfant. Et j'ai vu un reportage en fait, de mes amis de la France qui m'ont envoyé la vidéo où la fille en fait, s'en voulait d'avoir mis son père dans cet état-là. Et donc l'histoire du roman, c'est de rentrer dans les méandres de nos tabous pour ressortir un peu les raisons et nos fracas de société et les mettre On va donner la parole à deux demoiselles seulement parce que le temps presse pour qu'elles se prononcent sur ce qu'a été la copie de M. Bilgo à cet entretien. La première va venir, mademoiselle. Prenez un micro, s'il vous plaît. Venez, vous. Voilà. Venez juste à côté de moi et vous regardez M. Bilgo et vous lui dites ce que vous avez pensé de son café. Restez là. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez? Je me nomme Kinda Elisabeth. D'accord. Mademoiselle Kinda, M. Bilgo est là. Bon, pour ma part, j'ai été très satisfaite des réponses de M. Bilgo parce qu'il répondait avec assurance. Il répondait à toutes les questions calmement. Voilà, donc pour cette raison, je lui donne la note de 8. Bon, là-dessus, il est incollable, hein? Il a toujours réponse à tout. On va présenter sa note. On présente sa note. La note de 8 sur 10. Merci, mademoiselle Kinda. On va appeler la deuxième. Prenez le micro, mademoiselle. Et venez là, juste là, monsieur Bilgo vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bilgo. Moi, c'est Béré Deo Gracias. Pour moi, vous avez été assez éloquent. Vous avez franchement répondu aux questions. Donc, pour cela, je vous donne la note de 8. La note de 8. Voilà. On dirait des sœurs jumelles. Merci. Monsieur Bilgo, cette émission va prendre fin. Et à vous la parole pour nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission, Le Grand Café. C'est un café assez chaud. Merci pour cette chaleur humaine, pour ces échanges. C'est une émission hors pair, qui, dans son format actuel, en tout cas, qui manque au paysage médiatique burkinabé. Merci. Moi, j'ai apprécié d'être ici et on sort avec le goût de l'inachevé. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, en fait, de l'échange parce que ces personnes assez intelligentes qui sont là pour vous amener dans vos retranchements et sortir de vous, en fait, ce que vous n'osez pas dire ailleurs. Je sentais que j'étais, sauf votre respect, M. Zinaba, acculé de toutes parts et de toutes questions. Mais... Ah oui, j'ai adoré le jeu de mots. Mais c'était assez intéressant, c'est une belle expérience. Le fauteuil rouge fait peur. On m'a dissuadé plusieurs fois de venir. J'ai accepté de venir parce que j'adore les challenges. Et je donnerai cher en fait pour entendre les questions qui n'ont pas pu être posées. D'accord. Voilà. Cependant, il y a toujours la petite chose qu'on a voulu dire et que le temps n'a pas permis de dire. Et si on vous accordait ne serait-ce qu'une minute? Oui, moi je dirais tout simplement qu'il y a beaucoup de fantasmes en fait sur Bilgo Lionel. J'ai tout entendu sur ma personne, tout et n'importe quoi. Et quand je fouille et je vois l'identité de ceux qui disent ça de moi, ils ne me connaissent ni de près ni de loin. Et j'aimerais dire une chose, je suis comme 1 litre. Si vous me mettez dans une bouteille de 2 litres, je ne vais pas remplir la bouteille. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, on a été heureux de recevoir M. Lionel Bilgo. Les amis,
dimanche prochain encore, dans ce fauteuil, un autre invité, un autre grand café. À très bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups-bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure.